Bonjour, soyez les bienvenus dans Xenius. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous sommes à Berlin, à l'Institut Max Planck pour le développement humain, où l'on étudie ce qu'on a dans la tête. Il nous arrive à tous d'être en proie à des émotions ou des phénomènes qu'on ne maîtrise pas. Que se passe-t-il alors dans notre cerveau? Et comment en reprendre le contrôle? L'un des sentiments gênants et irrépressibles que nous aussi on connaît bien, c'est le trac. Tu arrives à le faire passer, toi? Oui, j'ai un petit truc. C'est ce geste qui aide à connecter les hémisphères droit et gauche du cerveau. C'est original. Vous allez le voir, il existe différentes méthodes pour combattre le trac. Même si le plus pratique serait évidemment de ne pas le ressentir du tout. Happe Kerkeling, un célèbre humoriste allemand, ne laisse rien paraître, mais face à un tel public, avant d'entrer en scène, il fait moins le malin. Pour la chanteuse Annette Humpe, monter sur scène est une telle source d'angoisse que désormais elle ne se risque en public que pour des occasions particulières. Le point commun de ces deux artistes, un trac monstrueux, même après des années de carrière. Les célébrités ne sont pas les seules à en souffrir. N'importe qui peut être assailli par le trac, au travail, avant une présentation importante, en tant qu'entraîneur d'une équipe sportive, ou bien au moment de porter un toast lors d'une fête de famille. Ce qui nous angoisse tant, le jugement négatif d'autrui. Une appréhension qui naît souvent dès l'enfance. Qui ne s'est pas retrouvé rouge comme une tomate lors d'un exposé en classe? Pourquoi une telle nervosité? C'est tout simplement un réflexe de peur apparu il y a des millénaires. Il était vital à nos ancêtres pour survivre dans la nature hostile. C'est lui qui nous fait réagir instantanément en cas de danger. Le trac naît donc dans notre cerveau. Dès que celui-ci perçoit une situation comme dangereuse, notre organisme se met en état d'alerte. Le système nerveux réagit en libérant les hormones du stress, l'adrénaline, la noradrénaline et le cortisol. Ces hormones augmentent le rythme cardiaque et activent la circulation sanguine. Notre corps tout entier est sous tension, avec les signes classiques du stress, comme les mains qui tremblent ou l'estomac noué. Mais pourquoi les artistes semblent-ils particulièrement touchés par le trac? D'abord parce qu'ils sont plus souvent que les autres sous les feux de la rampe, face à des salles entières. La température y grimpe facilement et les artistes transpirent, ce qui accentue encore leur inconfort et leur appréhension. Heureusement, le trac n'est pas une fatalité. S'il atteint de tels sommets qu'il en devient handicapant, les psychologues peuvent conseiller une thérapie cognitivo-comportementale. Le thérapeute va déterminer quelle pensée déclenche l'anxiété avant d'élaborer une solution avec le patient. S'il s'agit seulement d'être plus détendu avant une présentation, on peut se tourner vers différentes techniques de relaxation. Le yoga, par exemple, peut faire des merveilles. Autre méthode pour vaincre son trac, imaginez à l'avance que tout va se dérouler comme prévu. Cela donne du courage et de l'assurance. Ceux qui ne jurent que par les plantes peuvent aussi recourir aux fleurs de Bach. Quelques gouttes d'un élixir spécial peuvent aider à faire retomber la nervosité. Plus notre cerveau estime que nous sommes en danger, plus nous avons le trac. Je comprends mieux. Et le danger, c'est le domaine de spécialité de Thorsten Parhour, qui est chercheur à l'Institut et qui étudie notre tendance à prendre des risques. Mais comment faites-vous pour mesurer cela? Vous obligez vos volontaires à sauter en parachute? Non, bien sûr. Mais on demande effectivement à chaque personne si elle a déjà fait un saut en parachute, puisque c'est assez révélateur pour déterminer si elle a le goût du risque ou pas. Ensuite, pour étudier la propension de nos volontaires à prendre des risques, une simulation à l'ordinateur les met dans une situation à risque issue du quotidien. Par exemple, prendre le volant d'une voiture. On évalue alors si la personne présente un comportement risqué dans ce contexte. Je peux vous montrer, si vous voulez bien me suivre. Avec plaisir. Ça m'intrigue. Pierre et moi allons reprendre la route, mais de façon virtuelle, sans notre minibus. Ce test va révéler lequel de nous deux est le plus casse-cou.
Freinons-nous très tôt ou plutôt tardivement? Sommes-nous prêts à dépasser même en cas de neige ou de verglas? Alors, professeur, sommes-nous des têtes brûlées? Dans l'exercice que vous venez de faire, il s'agissait d'indiquer dans quelles circonstances vous renonceriez, par exemple, à dépasser une voiture sur la route. Le résultat montre que par rapport à un échantillon représentatif, vous vous situez à peu près dans la moyenne. Mais on remarque aussi que Pierre est un peu plus casse-cou que Dort. C'est vrai? C'est étonnant. Pas du tout. C'est pour ça que c'est moi qui conduis le minibus. N'importe quoi. Quels sont les facteurs qui influencent notre propension à prendre des risques? Les hommes prennent plus de risques que les femmes. Le sexe joue donc un rôle. C'est un cliché, non? Les données montrent que ce n'est pas un cliché. Cette différence entre hommes et femmes trouverait son origine dans notre évolution. On suppose qu'au cours de notre histoire, il s'est avéré plus payant pour l'homme d'oser prendre des risques que pour la femme. Un deuxième facteur crucial semble être l'âge. Les hommes âgés de 21 ans en particulier prennent de grands risques. On le voit au nombre élevé d'accidents de voiture qu'ils provoquent. Il y a aussi des facteurs liés à la personnalité. On remarque des différences de niveau marquées dans la propension à la prise de risque, peut-être déterminées par des processus physiologiques. Certaines personnes auraient simplement besoin de plus d'adrénaline pour se sentir bien. Mais quand on conduit, il faut faire attention aux autres conducteurs et aux piétons. On n'est pas responsable que de soi-même. Donc prendre des risques au volant me paraît plutôt être une mauvaise chose, non? Il est vrai qu'en voiture ou dans d'autres situations comportant un vrai risque, cela peut avoir de graves conséquences. C'est donc une bonne chose que vous soyez tous les deux assez prudents. Mais le risque peut aussi être bénéfique, être synonyme d'opportunité. Dans le sport, par exemple, aucun tennisman ne gagnerait Wimbledon s'il jouait la sécurité. L'homme n'aurait sûrement pas marché sur la Lune, ni exploré les mers du monde, ni découvert de nouveaux continents s'il s'était toujours montré très prudent. En latin, on dit « sapere aude », « ose savoir ». Cela montre bien que le savoir, la culture, l'apprentissage sont souvent liés à une certaine prise de risque. Je suis ravi qu'on ait pris le risque d'en savoir plus. Merci. À toi de lancer le sujet suivant. On va vous parler des trous de mémoire. Au moment de retirer de l'argent au distributeur, impossible de retrouver son code secret. Le nom de cette collègue croisée dans la rue comme envolé. Et une fois de plus, voilà qu'on a égaré nos clés. Pourquoi notre cerveau est-il parfois une vraie passoire? Avant tout, il faut savoir qu'oublier des choses est normal, et même vital. Tout simplement pour faire le tri entre les informations importantes et inutiles. Il serait impossible d'enregistrer absolument tout ce qui se passe autour de nous. Notre cerveau serait surmené. Cela nous rendrait fous. Si nous oublions, c'est souvent d'abord pour une raison simple. Nous n'avons pas prêté attention, pas vraiment écouté. L'information n'a même pas pu s'inscrire dans notre mémoire à long terme. Mais des connaissances mémorisées depuis longtemps peuvent aussi disparaître, lorsque de nouvelles informations similaires viennent les recouvrir. Imaginez, sans cela, nous ne saurions conduire que la voiture avec laquelle nous avons passé le permis des années plus tôt. Parfois aussi, on a quelque chose sur le bout de la langue, mais ça ne sort pas. En effet, il est plus facile de se souvenir quand les contextes d'encodage et de récupération concordent. Voilà pourquoi nous avons plus de mal à retrouver le nom d'une collègue quand on la croise dans la rue qu'au bureau. Nous avons aussi tendance à mal mémoriser certaines choses, comme les repères temporels. Qui peut toujours donner sans réfléchir la date du jour? Les éléments les plus faciles à retenir sont ceux qui nous concernent directement, comme notre propre nom. Quant aux choses du passé, si nous nous en souvenons si bien, c'est à force de les répéter. Nous nous remémorons régulièrement certains moments de notre enfance ou adolescence et nous les racontons, au point d'être parfois accusés de radoter. Cette répétition va consolider les souvenirs et les ancrer profondément dans notre mémoire à long terme. Problème, certains facteurs perturbants peuvent favoriser les trous de mémoire. Le principal d'entre eux est le stress.
Des études ont montré qu'une forte concentration en cortisol, l'hormone du stress, pouvait endommager les neurones et donc favoriser l'amnésie. Ce qui est certain, c'est que la capacité cérébrale chute dès l'âge de 30 ans. Le nombre de neurones et synapses diminue, la mémoire montre ses premiers signes de faiblesse. Alors, existe-t-il des méthodes pour mieux mémoriser les chiffres ou les noms? Oui. Les astuces mnémotechniques. Par exemple, pour se souvenir de sa chère collègue nommée Claire Tellier, apprenons cette phrase « Tout s'éclaire dans sa tête quand elle regarde la télé ». Nul besoin de faire trop compliqué. Notre cerveau retiendra d'autant plus facilement une histoire un peu absurde. Tu verstehst, was das? Bravo, bravo Pierre. Ce n'est pas ce que vous croyez. On n'est pas en train de se divertir, mais en plein entraînement cérébral. On reproche souvent aux jeux vidéo de rendre stupide, une idée que réfute la chercheuse Simone Kuhn. Vous y voyez une vraie utilité scientifique, n'est-ce pas? Absolument. Les jeux vidéo sont très stimulants, puisqu'on évolue dans un monde en 3 dimensions, dans lequel il faut s'orienter. Cela fait clairement travailler le cerveau, puisqu'on a découvert que certaines zones cérébrales profitaient du jeu régulier à l'ordinateur. Vous voulez dire qu'en dirigeant un petit dinosaure poursuivi par des champignons, on entraîne son cerveau? C'est bien ça. On pense que le fait de devoir se déplacer et s'orienter dans un univers avec un personnage de jeu stimule les zones cérébrales responsables de l'orientation. On constate que nos volontaires les plus âgés ont plus de mal à s'orienter s'ils ne s'entraînent pas régulièrement. Je comprends mieux pourquoi je n'ai aucun sens de l'orientation. Je n'ai jamais joué à des jeux vidéo. Ça doit être ça, oui. Comment arrivez-vous à voir ce qui change dans le cerveau? Justement, je vous propose de le découvrir par vous-même, avec une IRM qui montrera à quoi ressemble votre cerveau. Avec plaisir. Pierre s'installe dans l'appareil. Grâce à l'IRM, la chercheuse va nous montrer ce qui se cache dans sa tête et nous dire si certaines de ses zones cérébrales sont plus développées. En comparant ces images avec celles de ses volontaires, elle veut démontrer que jouer aux jeux vidéo renforce l'intelligence. Dynamiser son cerveau en explorant des mondes fantastiques et virtuels, tout en s'amusant, c'est faire d'une pierre deux coups. Mais pour ceux qui sont allergiques aux jeux vidéo, d'autres méthodes ont fait leurs preuves. Notre cerveau est une machine ultra perfectionnée. Autant essayer de l'utiliser au maximum de ses capacités. Il existe d'innombrables exercices pour mieux réfléchir, mieux se souvenir, mieux apprendre. Xenius vous propose différentes méthodes pour avoir une tête bien pleine. Méthode numéro 1, qui est presque devenue un sport national, les sudoku, mots croisés et autres casse-têtes. L'idée, faire travailler ses méninges, c'est les renforcer. Quand on réfléchit pour résoudre des exercices mentaux, de nouvelles connexions cérébrales, les synapses, se forment. Malheureusement, notre cerveau est non seulement malin, mais aussi paresseux. Une fois qu'il a compris le système, il n'utilise plus que les connexions nécessaires. L'exercice n'a plus rien d'un casse-tête, il devient un jeu d'enfant. Quand on fait un sudoku, on voit que certaines zones cérébrales s'activent de façon très ciblée. Cela signifie que pour résoudre un problème, le cerveau est capable d'utiliser ses ressources de la manière la plus économe possible. Une étude britannique est arrivée à la même conclusion. Pendant plusieurs semaines, 11 000 volontaires ont rempli des grilles de sudoku. Résultat, ils sont devenus réellement doués. Pour d'autres exercices mentaux, en revanche, leurs performances n'ont pas évolué. Le problème quand on apprend en s'exerçant, c'est qu'on acquiert une forte spécificité. On ne s'améliore que dans le domaine qu'on travaille. Le vrai défi est de trouver une forme d'entraînement qui aille un cran plus loin, qui stimule indirectement d'autres facultés. Il est donc conseillé d'alterner différents types d'exercices pour faire travailler différents modes de raisonnement.
Mais résoudre des casse-têtes dans son coin n'est pas le seul moyen de booster son cerveau. Le brainwalking, notre deuxième méthode, combine réflexion et activité physique. Droite, gauche, droite, stop, droite, droite, droite. Faire des exercices mentaux tout en se promenant améliore la coordination, les réflexes et la capacité à faire plusieurs choses à la fois. Le cerveau doit traiter les consignes données par l'instructeur et les transmettre le plus vite possible au reste du corps. Un pas en arrière, un en avant. C'est aussi l'occasion de faire travailler sa créativité. Exemple d'exercice, trouver un objet commençant par une voyelle et présentant diverses caractéristiques. J'ai choisi cette branche d'arbre parce que c'est beau et qu'arbre commence par une voyelle et ses feuilles sont toutes douces quand on les touche. C'est doux et c'est beau, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Au quotidien, nous sollicitons presque uniquement l'hémisphère gauche de notre cerveau, qui analyse les chiffres, les faits et les noms. La moitié droite, responsable de la créativité, de la pensée visuelle et de la perception spatiale, est plus rarement employée. En associant des exercices mentaux avec une sortie en pleine nature, les deux hémisphères sont en interaction. Méthode numéro 3, la plus facile puisqu'il suffit de quelques bouchées, les mélanges de fruits à coque. Les plus efficaces sont les noix. Elles sont riches en oméga 3 et 6, des acides gras essentiels qui fournissent de l'énergie au cerveau et améliorent la concentration. Mais leur effet est-il immédiat, par exemple lors d'un examen? Notre corps a besoin d'un certain temps pour extraire les nutriments des noix. C'est moins rapide qu'avec le glucose, que le corps assimile immédiatement. Pour un effet longue durée, mieux vaut donc picorer une poignée de noix chaque jour. Prenez une grande et profonde inspiration et découvrez la méthode numéro 4, la méditation. Mais en quoi rester immobile, les yeux dans le vague, aide-t-il à stimuler son esprit? Après tout, méditer, c'est faire le vide dans sa tête. On suppose que la méditation améliore certains processus cognitifs, comme la capacité à concentrer son attention sur une chose précise. Pour une étude récente à l'Université de Caroline du Nord, un groupe de volontaires a accepté de méditer plusieurs heures en l'espace de 4 jours. Les participants devaient rester immobiles et se concentrer sur leur respiration. En parallèle, un autre groupe a participé à des séances de lecture à voix haute. Enfin, il leur a été demandé à tous de mémoriser une série de mots. Résultat, le groupe ayant participé aux séances de lecture a eu beaucoup de mal à s'en souvenir. Aucune idée. Le groupe de méditation, lui, a mémorisé les mots sans difficulté, avec un taux de réussite 10 fois plus élevé. Un teckel, une table, de l'argent, une maison, une rue. Les choses sont différentes quand on lit soi-même, surtout lorsqu'il s'agit d'un livre spécialisé. Et on enregistre bien plus d'informations si on se demande au préalable quel est mon style d'apprentissage. Pour certains, lire un simple texte suffira, alors que d'autres auront besoin d'une image plus visuelle. On mémorise aussi plus facilement le contenu si on en discute avec une autre personne. Autre astuce, aborder un sujet avec une question concrète. Qu'est-ce que je souhaite apprendre? Notre lecture est alors plus attentive, ce qui favorise un meilleur tri des informations. Les connaissances acquises sont alors enregistrées pour longtemps et seront plus faciles à se remémorer. Exercices mentaux, brainwalking ou méditation, notre cerveau a sans cesse besoin de nouveaux défis pour rester en forme. Un dernier conseil, on ne peut assimiler de nouvelles connaissances que si on est assez reposé. Alors entre vos exercices, n'oubliez pas de piquer un petit somme. Alors, que pouvez-vous dire sur mon cerveau en voyant le résultat de mon IRM? Ici, on voit par exemple l'hippocampe des deux côtés.
qui est responsable de la mémoire et de l'orientation. C'est justement cette zone qui s'est développée chez les volontaires de notre étude, après avoir joué une demi-heure par jour à des jeux vidéo pendant 2 mois. Le mien, il est petit, non? Au contraire, il est même plutôt grand. Peut-être parce que vous avez joué à des jeux vidéo par le passé. Ce n'est pas d'avoir joué à l'instant. Non, en aucun cas. Il faut jouer bien plus longtemps que ça. Quelles sont les autres zones cérébrales concernées? Chez nos volontaires, le cortex préfrontal aussi s'est étendu. Il se trouve à cet endroit. Sur ces images, on voit l'endroit qui s'est développé chez nos volontaires, après leur entraînement une demi-heure par jour pendant 2 mois. Cette région est surtout responsable de la planification, mais aussi de la prise de décision. J'imagine que notre aptitude à bien jouer compte aussi. Non, le résultat final importe peu. Ce qui compte, c'est surtout le plaisir pris à jouer. Plus les volontaires se sont amusés, plus leur cortex préfrontal et leur hippocampe se sont développés. Donc si je comprends bien, vous conseilleriez de jouer à des jeux vidéo sans retenue. Je ne dirais pas sans retenue. Il ne faut pas non plus y jouer à longueur de temps. Si on ne fait plus rien d'autre, qu'on arrête de faire du sport, de jouer d'un instrument, de voir ses amis, cela aura forcément des conséquences négatives. Mais globalement, on peut dire que ces jeux améliorent le sens de l'orientation et semblent effectivement stimuler le cerveau. À qui conseilleriez-vous une cure de jeux vidéo? On aimerait les proposer à des personnes âgées, puisqu'elles ont souvent des problèmes d'orientation, surtout quand une démence sénile s'installe. Ça pourrait être un bon moyen de leur permettre d'exercer leur sens de l'orientation. Moi aussi, j'ai bien envie de continuer à jouer. À m'entraîner. Non, 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 non. Cette insupportable musique me trotte déjà dans la tête. Merci, Dorte. Je vais y penser toute la journée. Super. Elles sont partout, prêtes à fondre sur nous si on a le malheur de tendre l'oreille. Ces rengaines obsédantes comme une petite chenille qui tourne en rond dans notre tête. Pourquoi est-il si difficile de se sortir certains airs de la tête? Le plus agaçant, c'est que nous sommes totalement impuissants. Il suffit parfois d'une seule écoute pour entonner immédiatement une chanson en boucle, alors que d'autres fois, elle viendra se nicher dans notre oreille bien plus tard. Il y a un siècle déjà, Sigmund Freud a tenté d'expliquer ce phénomène dans son ouvrage « L'interprétation des rêves ». Il y voyait un signe révélateur de désir caché. Les scientifiques tentent toujours de comprendre pourquoi certaines mélodies se logent dans nos oreilles. Un professeur de musique de Kassel a déterminé que dans plus de 70% des cas, elles s'installent lors d'une phase de repos ou d'attente. Nos pensées vont alors divaguer et réveiller des souvenirs musicaux. Un air avec une mélodie simple, une structure répétitive, et il y a de grandes chances pour qu'il finisse par vous rebattre les oreilles. Une seule condition à cela, connaître déjà le morceau. Le problème, c'est qu'on peut aussi bien retenir les chansons qu'on adore que celles qu'on déteste. En revanche, une musique qui nous laisse indifférents ne risque pas de s'incruster. Pour qu'elle nous reste en mémoire, elle doit être liée à des émotions. Car les émotions, par exemple lors d'une expérience musicale intense, peuvent activer le système nerveux autonome. On a la chair de poule ou les larmes aux yeux. Les scientifiques supposent que lorsqu'on écoute de la musique, c'est justement dans les zones cérébrales actives que l'air entêtant s'enregistre. Pour désigner ce phénomène, les Allemands et les Anglais utilisent l'expression « vers d'oreille ». Car jusqu'au début de l'ère moderne, on pensait que les insectes pulvérisés étaient un bon remède contre les maladies auditives et la surdité. Profitons-en pour tordre le cou à un autre mythe. Le pince-oreille nocturne et craintif ne risque pas de pénétrer dans notre oreille et d'y rester coincé. Au contraire d'une rengaine coriace qui peut persister jusqu'à 2 semaines. Alors comment s'en débarrasser ? Il existe 3 solutions. Soit se concentrer sur autre chose, par exemple en se plongeant dans le travail, soit fredonner une autre chanson, ou enfin écouter de la musique, de préférence un morceau instrumental qui a moins tendance à rester en tête. Mais là aussi, on peut avoir une mauvaise surprise. Et cela même si on connaît la musique. La preuve que notre cerveau n'en fait qu'à sa tête. Oui, mais on peut réussir à le maîtriser et même à le stimuler en lui apportant de la nourriture intellectuelle. Grâce à Xenius, toujours riche en découvertes. Bon exemple. Allez, à la prochaine, salut. À la prochaine et restez curieux. J'arrive tout de suite.
Pierre, non, éteins-moi ça. J'améliore mon sens de l'orientation. C'est ça, la bonne excuse.